Quelques 12 000 personnes se sont rendues dimanche dernier au Cégep du Vieux-Montréal pour célébrer la Journée internationale des femmes. C'est la foire aux livres. À côté des éditions de la Pleine Lune, à quelques pas de la librairie Androgyne, le kiosque du magazine La Vie en rose. Depuis un an, le magazine La Vie en rose a connu un essor considérable. Quelques chiffres, par exemple. En un an, on est passé de 200 à près de 2000 abonnés. Le tirage, il a presque triplé. En kiosque depuis une semaine, 15 000 copies du dernier numéro spécial sur l'avortement. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un magazine comme celui-là? Le manque d'un magazine comme celui-là, évidemment. Nous étions toutes des femmes qui cherchions désespérément devant les kiosques à journaux régulièrement une publication qui s'adresse à tout ce qui nous intéresse dans la vie, toute la vie, à notre intelligence, à notre humour. Et on trouvait très souvent que les publications féminines donnaient pas la mesure de ce à quoi les femmes veulent s'intéresser. Et on s'est dit qu'on aimerait ça, nous, travailler à ce niveau-là et travailler à rendre une information qui soit intéressante, qui ait un biais féministe, puisque c'est notre marque de commerce et ce dont nous sommes particulièrement fiers. Nous voulons lire le monde d'une façon féministe, mais lire tout le monde, pas simplement quelques revendications qu'on nous a assignées. Pour le numéro de juin, les femmes de La Vie en rose ont choisi de nous parler d'amour. L'amour, toujours l'amour. L'amour, on en a tant parlé pour ne rien dire qu'il est temps peut-être d'en dire enfin quelque chose. Oui, bonjour, La Vie en rose. Bonjour. Oui, bon, il y a un salon du livre à Hall, en effet, du 10 au 14. Pour ces femmes, il faudra encore une fois tenir promesse, soulever le voile, il faudra découvrir la passion qui se cache sous l'actualité, il faudra débusquer les clichés pour qu'on apprenne à lire entre les lignes. Il faudra découvrir la vraie vie qu'on tait dans les entrefilets, la vraie vie qu'on chuchote dessous les faits divers, la réalité qui ne fait jamais les nouvelles, le vrai qu'on laisse tomber dans les salles de montage, tout ce qui fait en somme une vie de femme, une vie pour vrai. Tu sais, quand tu as eu un vent là, de ce dossier-là, y a-t-il un coin là, de ce voile-là là, que tu voulais lever particulièrement? Non, moi, c'était plutôt le ton puis le goût. En fait, moi, ce que j'ai vu dans ma tête, c'était des choses humoristiques là, sur les vicissitudes de l'amour. C'est à ça que j'ai pensé. La quincaillerie. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on connaît que tout le monde veut ça dans sa vie, cette dimension qui te passionne. C'est la passion, moi, qui m'intéresse. Et c'est ça, dans l'amour, qui est intéressant. Toutes les déviances, les nommer, ce dont on se fait accuser quand on s'exprime finalement. Parce qu'effectivement, quand on exprime notre désir, on est soit des cochonnes si on est avec des hommes, on est soit des lesbiennes. D'ailleurs, La Vie en rose est souvent identifiée à une revue lesbienne. Alors, il faudrait comme que toutes on soit là et qu'on dise sur cette photo, trouvez-les, trouvez l'erreur. Il y en a 11 qui sont comme ça, 12. Une avec ses mouches à feu, l'autre avec son mouton, l'autre avec qui cache une exhibitionniste de dos. Enfin. L'idée de l'amour, il y a toujours cette espèce d'altruisme ou de je sais pas quoi qui est lié à ça. J'aimerais ça, moi, voir un texte qui parle de l'égocentrisme profond de l'amour. Parce que il y a tellement de clichés, puis il me semble qu'ils ont la vie dure, ça se peut pas. Là. Quand on dit qu'on veut rendre visibles les luttes, les combats ou les recherches ou les créations de femmes, bon, c'est un des premiers mandats de la revue, là, c'est ce qu'on veut faire. Mais on prend plaisir à le faire parce que sinon, on n'insisterait pas, on ne travaillerait pas ici, plus ou moins payé depuis 2 ans à faire ça. Ça demande beaucoup de passion, ça demande évidemment beaucoup d'intérêt, mais il faut aussi prendre plaisir, sinon... Et j'ajouterais que on aime bien l'idée de démentir cette idée très restreinte qu'on a du féminisme. Que si on est féministe, on est réduite à une pancarte, souvent un discours hargneux, austère, et que ça sourit surtout jamais. On pense que, en fait, leur vie est limitée, encadrée de façon très théorique et très certaine.
Alors, nous aussi, en tant que féministes, qu'on aime rire, qu'on aime les plaisirs de la vie et qu'on aimerait l'étaler pour que tout le monde... Même les hommes. Parce qu'on nous pose la question encore, on nous demande des fois, parce qu'on a l'impression qu'on est radical au point d'être extrémiste, de ne plus parler aux hommes. Si on parle encore aux hommes, on dit oui, certainement, le facteur tous les jours. Avec qui on entretient une très bonne relation. De toute façon, on s'est toujours dit que ce n'est pas parce que ce que nous avions à dire est effectivement très sérieux que nous avions à le dire d'une façon plate. Et nous, on aime beaucoup rigoler, on aime beaucoup le sarcasme. On trouve que l'ironie est une arme qu'on connaît encore trop peu. Et en effet, on fourbit nos armes de ce côté-là à chaque trimestre. On a parlé beaucoup de vous aussi dans la presse officielle, entre guillemets, dans la presse de Les Voir, on en a parlé dans Le Soleil, la plupart du temps d'une façon très élogieuse. Et on a souligné ça me gêne un peu de vous le dire comme ça, mais la qualité de votre écriture. C'est extrêmement bien écrit. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ça ou... Non, pas du tout. On est contente qu'on le remarque parce que pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous mettons beaucoup de soin à expliquer et à exprimer clairement ce que nous voulons faire passer. Et l'écriture, pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est notre outil et on le polie beaucoup. On est très rigoureuse de ce côté-là. Notre comité de lecture est très exigeant là-dessus aussi. On travaille aussi à réécrire en partie ou à corriger beaucoup la plupart des textes qu'on publie. C'est à la fois pour ne pas dérouter nos auditeurs. C'est très bien écrit, mais c'est aussi très irrévérencieux. Les gens ne s'attendront pas. Les gens vont être surpris de la qualité, aussi surpris souvent de la truculence de vos textes. Oui, vous avez des têtes de Turcs particulières, par exemple. Vous trouvez? Oui, bon. Il y a Monseigneur les évêques, il y a le pape qui en prend souvent pour son rhume, il y a nos politiciens. Je viens de remarquer là-dedans un très bon résumé du Congrès péquiste illustré. Pendant que Jean-Paul II, frustré qu'on lui en ait refusé l'entrée en mai dernier, prétend qu'il n'y aura plus de sexe au ciel, pendant que les bateaux font l'amour et la guerre dans les ports finlandais, pendant qu'à Vancouver, la GRC paie Clifford Olson pour avoir gracieusement collaboré à l'enquête policière, 90 000 $ pour 11 cadavres d'enfants, qui a dit que le crime ne payait pas, pendant qu'au sud, Ronald entame serein le 2e tome de son pire western, en apprenant à tirer plus vite que l'ombre de Hinckley et en regardant de sa maison blanche des Boeing affleuvir sur le Potomac, pendant que René, notre tyranno de bergerie domestique, fignole sa 10e grande fausse sortie et s'enfarge sur sa gauche, pendant qu'on meurt de froid à Racine, Wisconsin, mais toujours de faim à Chittorga, Inde, pendant que Laura Secor est rapatriée à Toronto avec toutes ses saveurs, mais sans les 95 employés de son usine de Montréal, bref, que se déroulent implacables tous ces événements dehors, moi, dedans, je ris jaune, avec l'impression de consumer 47 fois mon poids d'acide. La peur, sans doute. Mais je m'étonne de voir qu'un magazine aussi intellectuel, justement, touche autant de monde. Est-ce que ça vous surprend ou est-ce que j'ai tort d'être surpris? Ben, nous, on ne pense pas que c'est très intellectuel. Quand on disait tout à l'heure qu'on essayait d'avoir une vision simple et un langage accessible et de bien écrire, entre autres, pour écrire simplement et être comprise par toutes les femmes, c'est que vraiment, peut-être qu'on réagit un peu à ce mythe de l'intellectualisme obscur. Ce n'est pas abstrait. On ne pense pas que c'est abstrait. On pense que c'est très concret et c'est ça qu'on parle de la réalité. Moi, je renchérirais là-dessus en disant qu'on n'a pas, par ailleurs, de prétention à la représentativité à La Vie en rose. Nous ne croyons pas que toutes les femmes pensent ou doivent penser comme les collaboratrices et celles qui signent les articles. Nous sommes des femmes qui réfléchissons de cette manière. Nous sommes maintenant convaincus que notre pari du départ était vrai. Il y en a beaucoup d'autres qui pensent à peu près comme nous, puisqu'elles nous achètent et s'abonnent à notre revue. Mais ce n'est pas une revue de ligne, ce n'est pas une Bible. Nous donnons des pistes de réflexion. Nous essayons que ces pistes progressent.
il est très possible qu'éventuellement nous revenions sur quelque chose que nous avons dit en les précisant. Je vous donne un exemple. Quand nous étions militantes pour l'avortement libre et gratuit, nous avons eu quelques occasions de dire publiquement quelle était la situation de l'avortement. Jamais nous n'avions pris la parole sur l'aspect moral de la lutte pour l'avortement. Dans l'éditorial de ce trimestre de La Vie en rose, nous prononçons sur le droit à la vie, le droit de choisir d'avorter, donc le droit de choisir de mettre un terme à un fœtus qui deviendra un enfant. Donc, le droit de vie et de mort. Et pour nous, c'est très nouveau de dire, en effet, les femmes qui avortent savent qu'elles tuent. Et nous les appuyons, puisque de toute façon, si nous n'étions pas imbus de culpabilité jusqu'aux oreilles, quand on écoute les évêques ou tous les autres discours pontifiants, les médecins compris, dire aux femmes qu'elles sont des meurtrières, de décider de faire ce choix sur leur corps, on pourrait éclater de rire. Quand on regarde les gouvernements, la torture qui se fait partout, les millions d'individus qui sont tués, mutilés chaque année. Les millions de dollars donnés à la défense ou à l'armement. Et on accuse au lamais les femmes d'être des meurtrières parce qu'elles choisissent de vivre un peu mieux en choisissant d'avorter. Les gens qui écrivent au Devoir ou à la presse vous lisent. Enfin, ils parlent de vous, entre autres. Est-ce que vous faites, en d'autres mots, évoluer le débat dans la presse en général? Le débat ou l'écriture? Les deux. C'est-à-dire que je ne dissocie pas. Justement, ce qui m'étonne dans ce magazine, c'est que c'est indissociable. C'est qu'il y a une qualité de débat et d'écriture qui me semble indissociable. Est-ce qu'on s'inspire de vous, en d'autres mots? Bon, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été très consultés. Consultés très souvent. Mais si je ne m'abuse, ça commence. On commence à avoir plus de commentaires ou d'échanges, oui, avec d'autres journalistes sur ces questions-là. Il ne faut pas se méprendre. La consultation qu'on nous demande en ce moment, c'est vraiment, dans des termes très spécifiques, vous êtes les expertes sur les femmes. On nous le reconnaît maintenant. On est des expertes sur les femmes parce qu'on a un pignon sur rue, puis bon, on a un magazine pour le prouver et tout le reste. Mais ils ne nous demandent pas, ils nous cantonnent quand même dans notre expertise. Jusqu'à un certain point, sur notre terrain, puis ils le respectent, mettons, et ils viennent nous consulter à tour de bras quand c'est le 8 mars, ou des choses de femmes, mais pas tellement pour le reste. Quand même, ça manque, non? Mais nous, on est d'accord parce qu'on dit que c'est un des problèmes, la non-visibilité des femmes. Ça, les exemples qu'Ariane cite fréquemment, c'est que si un Martien ou un étranger arrivait ici, tout à coup, il regardait la télévision, les journaux, il pourrait très bien avoir l'impression que 95% des êtres humains de cette planète ou de ce continent sont des hommes blancs. De 35 ans. De 35 ans et plus, à peu près. Et la plupart d'entre eux s'exprimant bien, donc probablement instruits. Alors nous, on dit qu'il faut commencer par montrer plus de femmes à l'écran. Et bon, sauf qu'on nous donne l'argument du ghetto très souvent. Je pense à ça parce que vous mentionniez le ghetto, c'est que La Vie en rose est vue comme un ghetto, puisque toute la revue est faite, conçue, pensée, réalisée à tous les niveaux, là, par des femmes uniquement. Et bon, nous, on répond à ça en disant, bon, regardez ailleurs, est-ce que les journaux, les revues, les magazines ne sont pas des ghettos d'hommes? Et ça, Le Point, je pense, en est un bon exemple. Quand on regarde l'émission... On veut juste pouvoir respirer! On veut juste pouvoir respirer! On est tanné de se faire harceler! On est tanné de se faire harceler! À la marche des femmes, samedi dernier, les militantes de La Vie en rose ont de nouveau enfourché le balai de la chevauchée rose. Le balai, symbole de la ménagère, mais ici un balai à tête de cheval, un balai qu'on porte comme un étendard, un balai souriant pour rallier la chevalière en lutte. Chevauchée rose, nous a-t-on dit avec le sourire, parce qu'il faut bien que la vie soit comme ça, mais aussi parce que c'est la couleur que les hommes ont de tout temps choisie pour nous.